Mes amis, nous sommes très exactement le samedi 21 septembre 2024 et il est 7h38 du matin. Levé aux aurores pour regarder cette édition de SmackDown du 20 septembre 2024 en direct de Sacramento, en Californie, pour la hashtag Daily Reviews de SmackDown. Maintenant, je ne vais pas vous mentir, c'est un petit plaisir, comment dire, un péché mignon, voilà, de regarder SmackDown et de se dire, ok, maintenant c'est la fin de la semaine, il y a la review de SmackDown. Pourquoi? Parce que SmackDown, étant donné qu'il fait 2 heures, c'est très digeste à regarder, contrairement à un Raw, voire un AEW Dynamite, parce que AEW Dynamite ne coupe pas les pubs là où je le regarde, et c'est toujours un gros morceau à avaler. Mais donc SmackDown en général c'est 1h37 et c'est franchement la durée, je trouve, parfaite pour un show de catch. Plus de 2 heures, et bon, encore une fois, 2 heures sans la pub, c'est vraiment beaucoup. Et je m'en rends compte maintenant. Je dis pas que ça me lasse, pas du tout. Le fait d'avoir repris la chaîne YouTube et de voir le succès que ça a, bah ça, non seulement ça motive, mais ça renforce encore plus ma passion pour l'industrie. Mais maintenant je me rends compte, je me connais énergétiquement et je me rends compte qu'un show de 2 heures de catch, c'est la longueur parfaite. Je ne sais pas ce que vous en pensez. 1 heure c'est trop court, 3 heures c'est trop long, 2 heures c'est parfait. Oh oui, oh oui. Et donc est-ce que ce SmackDown depuis la Californie à Sacramento était parfait? C'est ce que nous allons voir dans cette hashtag TLR Reviews. Alors, le SmackDown commence avec un segment backstage où on voit la Bloodline qui arrive. Alors, je n'ai pas fait attention si les commentateurs Michael Cole et Corey Graves expliquaient l'absence de Solo Sikoa. Ça, dites-le moi dans les commentaires parce que j'ai complètement zappé. Je mate en accéléré, donc des fois les commentateurs, je loupe un peu ce qu'ils disent. Mais tout ça pour dire, dans ce segment, on voit la Bloodline qui arrive. Et alors, il faut m'expliquer. Jacob Fatu attaque un garde de la sécurité qui lui fait les inspections de base que doit faire un garde de la sécurité, surtout quand, avec les portiques de sécurité. Est-ce que c'est légal? Est-ce que c'est légal d'attaquer comme ça quelqu'un qui fait juste son boulot? Expliquez-moi. Pourquoi je dis ça? Parce que, en fait, maintenant, comme je vois que beaucoup, j'allais dire, pas beaucoup, mais quelques prédictions ou quelques annonces que je fais dans mes TLR Reviews termine à l'écran, aussi bien WWE que AEW. Moi, je sais pas, mais si j'étais en réunion de production et qu'on planifie ce segment, je lèverais la main et je dirais, mais attendez, est-ce que c'est pas illégal de faire ça? Est-ce qu'il faudrait pas préciser plus tard dans le show que le garde ne portera pas plainte ou qu'il portera plainte plus tard, justement, contre Jacob Fatu? Parce que littéralement, le mec tabasse des gens qui font leur métier. Donc, encore une fois, dans le niveau crédibilité des storylines, personnellement, je pense qu'on peut mieux faire. Mais bon, voilà, tout dépend de la suite du booking du show. Ça, c'était pour démarrer SmackDown. Petite observation. On n'a pas vu, oui, enfin, à part bien évidemment la Bloodline qui arrivait, on n'a pas vu les autres catcheurs qui arrivent avec leur sac et qui les posent dans les vestiaires. Petite variante du booking productif et de la production des shows WWE. Oh oui, oh oui. On commence très fort ce SmackDown direct avec un US Championship match entre Louis Albert Chevalier et Andrade El Idolo. L'idole Andrade. Alors, je sais pas pour vous, mais je trouve que ça fait vraiment bizarre de voir LA Knight, Louis Albert Chevalier arriver sans faire de promo. Ça prouve qu'en fait les promos c'est dans l'ADN maintenant, non seulement dans son ADN de superstar, non seulement de son personnage, mais de la vibe qu'il a tout simplement à la vue et dans l'inconscient collectif de l'univers de la WWE. D'ailleurs, je ne sais pas si on l'appelle toujours comme ça, de WWE Universe, parce qu'il me semble que c'était un truc de Vince McMahon. Maintenant, est-ce qu'ils disent pas juste les fans de la WWE parce qu'ils sont un peu plus en mode pro wrestling? À voir. À voir. Et donc, je redis, voir LA Knight, Louis Albert Chevalier qui arrive sans faire de promo, j'ai trouvé ça bizarre. Ça m'a fait... il manque quelque chose. Et ça m'avait fait la même chose, vous savez. D'ailleurs, aux fans aussi. Et aux coachs aussi. Quand j'ai fait ma transition de manager à catcheur à NXT, c'est vrai que ça fait bizarre. Et je le redis toujours, hein, vous savez, quand on est au micro, je le dis souvent dans les stages, je le dis souvent dans les stages, et notamment quand on fait des exercices de promo, et ça, je le fais tout le temps dans mes stages. J'ai remarqué un autre truc que je dis beaucoup dans mes promos, c'est
c'est comme si, c'est pas un rôle déjà, Primo, sachez-le, c'est un peu comme Jacques Chirac. Je l'ai peut-être trop regardé, trop vu à la télé quand j'étais gamin. C'est une façon pour moi, j'imagine, de meubler les trous. Moi, je vais pas essayer de lutter contre ça, parce que si je fais ça, je pense que ça va manquer vraiment de naturel. Mais ouais, donc comme je disais, quand j'ai fait ma transition de manager à catcheur, il me manquait quelque chose. Il me manquait quelque chose. Parce que manager, bon, là, je sais pas, je pense pas qu'il y en ait beaucoup qui soient familiers avec tout mon travail de manager à NXT, mais yo, à un moment, j'étais quasiment à la télé toutes les semaines. C'est un truc de ouf. Et j'étais toutes les semaines avec une promo. En fait, c'était à l'époque où NXT n'était pas encore sur le network, c'était sur Hulu à l'époque. Donc déjà, c'est très dur de choper les vidéos, mais maintenant, tout est sur le network. Donc il suffit de marquer Sylvester Lefort et vous verrez toutes mes promos en tant que manager. C'était principalement toute l'année 2013. J'ai dû commencer à la télé en mai 2013 et j'ai eu mon premier match de catch début 2014. Et après, le premier match en équipe dont je parle dans la hashtag TLR Stories a eu lieu en mai 2014. Donc j'ai eu une bonne année, principalement tout 2013 où j'étais manager et chaque fois j'avais une promo, j'avais des segments backstage et je sortais sur l'entrée, le stage, l'entrée des catcheurs sans musique d'entrée, sans rien. Je coupais la parole au présentateur, je faisais wow 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 wow. C'est bon ma jolie, tu peux poser ton micro et laisser faire un pro. Quand c'était une meuf qui présentait, sinon si c'était Byron Saxton, je disais Byron Saxton. Tu laisses faire un vrai mec pour ce qui va suivre. Ben voilà, je balançais toujours une catchphrase en français pour avoir de la hit et pour faire un clin d'œil à tous les fans français et qui regardaient. Et parce que quoi qu'on dise, vous savez, quand on est français, je pense que vous allez être d'accord avec moi, on aime entendre une superstar WWE parler français à l'écran. Ça, je veux dire, c'est la base. Moi, en tant que fan, c'est ce que je voulais voir et ce que je voulais voir pendant très longtemps, toute ma jeunesse. Et on l'a très rarement eu, à part avec la Résistance, mais c'était pas vraiment des Français, quoi. Ils avaient un fort accent canadien. Et je me disais, yo, moi, c'est ce que je voulais voir quand j'étais gamin, j'allais le faire. Donc chaque fois, j'essayais au maximum de dire des trucs en français. À NXT, mais encore plus à Impact. Alors à Impact, avec Marcus, on se parlait dans le ring, et d'ailleurs c'est comme ça, d'ailleurs pour la petite histoire, et d'ailleurs ça tombe bien que j'en parle, que j'ai la première fois connecté sur internet avec French Wrestling Beast, Guillaume Lepers, avec qui j'ai posté donc hier une vidéo de démo de nos commentaires au micro de TPW Premium pour hier, c'était ICWA Révolution 14. La première fois que lui et moi on a interagi online, c'était il répondait à un pote qui m'avait tagué dans une vidéo, qui avait mis un extrait d'un de mes passages à la TNA Impact Wrestling où j'étais dans le ring et où Al Snow commençait à tourner contre nous, ou alors plutôt nous on a tourné contre Al Snow, le tribunal, et à un moment Al Snow il prenait à la rigolade ce qu'on disait, et moi je dis à Marcus en mode français, parce que voilà, je vis le truc, yo, je crois qu'il se fout de notre gueule le gars. Et en fait, le fait de parler dans le ring, Guillaume Lepers, French Wrestling Beast, qui à l'époque n'avait pas encore sa chaîne YouTube, je crois, avait retweeté en disant c'est trop bon, c'est trop marrant, et j'avais vu son nom, je fais Guillaume Lepers, mais Lepers, ça me dit quelque chose ce nom, est-ce que c'est le fils de Julien Lepers? Le fils de Julien Lepers. Et oui, c'était ça. Mais bon, on s'était jamais parlé avant, et puis après on a connecté à travers d'ailleurs Christophe Ajus et Philippe Chéreau qui m'ont dit qu'ils avaient rencontré ce petit jeune qui était le fils de Julien Lepers et qu'il habitait à Nice, et que voilà quoi, si ça serait cool qu'on se rencontre. Et la suite, vous la connaissez, les vidéos sur la chaîne de French Wrestling Beast, et maintenant les commentaires ensemble, oh oui, dont la vidéo que j'ai postée hier. Bref, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est que je parlais français dans mes promos, et le fait d'avoir une promo, ça vous donne une connexion avec la foule de ouf, et vraiment, mais si vous êtes bon et que vous aimez ça et que vous savez gérer la pression d'être au micro, je recadre un peu pour être un peu plus face à la caméra, très joli fond, oh oui, la personne chez qui je suis, un très joli appartement, et tout ça pour dire, ouais, et donc de voir donc au final Louis-Albert Chevalier arriver sans promo, ça faisait bizarre. Ça m'a fait le même coup quand j'ai commencé à catcher. Je commençais à catcher, je me dis ouais, c'est trop bon, je catch, mais là je commençais pas à regretter, mais presque à me dire ça me manque de pas être au micro. Et je pense en fait il faisait exprès, dans le sens, la WWE, il disait ok, t'as voulu catcher, tu veux plus faire manager, maintenant tu vas plus parler au micro. Bon, c'est un peu débile, parce que franchement si j'avais pu, en fait voilà, c'est ça. Alors ça je vais le dire par contre, parce que je voulais le dire dans la dernière review, mais et pareil, ça me permet l'univers est bien fait, les énergies sont connectées, ça me permet aussi après d'enchaîner sur les TLR AM, analyse de match, qui vont sortir très incessamment sous peu. Je vais me débrouiller, DMERD
me démerder pour les tourner, en tourner pas mal ce week-end. J'ai commencé à capter le truc, mais comment bien faire un bon rendu, mais vous allez voir. Le truc, c'est que quand ma créativité est à libre champ et à libre cours pour se exploser à l'écran, vous avez ce qu'on fait à l'Arix. À l'Arix, la plupart des gens me disent oh, on n'a jamais vu ça dans le catch français, la storyline, la hit qu'on a, voilà. Et ça pourquoi? C'est parce que j'ai le champ libre pour écrire des histoires et faire des histoires telles que mon esprit peut le faire. Et en fait le truc c'est ça, c'est à la WWE souvent, enfin au début en tout cas, même tout le long j'ai presque envie de dire, tout est dans le contrôle. Tout est dans le contrôle, ils veulent tout contrôler et ça permet pas, enfin en tout cas à mon époque, ça permettait pas aux gens de briller à leur juste valeur. Tout ça pour dire, vous allez le voir aussi dans les TLR AM, analyse de match. Quand vous allez voir le niveau, en fait le niveau que j'avais à la WS, donc quand j'ai été signé en 2012, c'est un truc de ouf. Je le sais parce que alors là je le jure, la plupart des matchs, même la plupart des matchs, à part ceux que j'ai postés à l'époque sur YouTube, sur la chaîne TLR Official, qui a 20 000 followers, donc allez les amis, on fait grimper les chiffres de celle-là, de la chaîne Tom Larifa, mais quand vous allez voir le niveau que j'avais à la WS, ça va être un truc de ouf. Même moi je vais halluciner parce que ce que je dis, je vous jure, ces matchs-là, je ne les ai pas regardés depuis au moins 15 ans. Ouais, entre 15 et 12 ans. Parce que j'ai mes matchs de 2008 jusqu'à 2012. Et c'est pour ça que pour moi, ça va être une thérapie. Oui, dans un sens, ça va être une thérapie. Parce que je vais mettre lecture et je vais découvrir en même temps que vous le match. Alors, la plupart du temps, vu que j'ai converti les matchs, ils sont en MPEG, il faut convertir en MOV pour pouvoir les mettre sur iMovies. Mais j'ai vu que le début. Alors, j'ai vu vite fait l'adversaire que j'ai dans le match, mais ça va être du freestyle total. Et je veux cette authenticité. Je veux ce côté réel, parce que c'est ça pour moi qui donne de la profondeur et qui donne du vrai, tout simplement. Parce que l'humain, c'est le vrai. Mes amis, l'humain, c'est le vrai. Bon, là, on part dans toutes les directions, mais c'est pas grave. L'humain, c'est le vrai. Et c'est pour ça que le catch, déjà, non seulement l'intelligence artificielle pourra jamais remplacer le catch, et que le catch a autant de succès. Parce que le catch, ça a tellement de vrai que les gens, les fans, le sentent. Oh oui, oh oui. Et tout ça pour dire, les gens sentent le vrai dans LA Knight. Et un LA Knight sans promo, ça fait bizarre. Parce que LA Knight, les promos, c'est dans le vrai avec lui et c'est dans son ADN. Oh oui, oh oui. Bon, une longue introduction de presque 12 minutes pour enfin parler du premier match de ce SmackDown. Donc, début de match en lutte avec le tease du finish de Louis Albert Knight, LA Knight sur Andrade qui sort du ring. Ça, c'est un début de match classique. C'est pas mal parce que le finish d'LA Knight est établi. Bon, c'est un peu caricatural, on va dire. Même sur les indies, des fois, on le fait. Je suis pas nécessairement un grand fan parce que le problème, c'est que pour que ce début de match où on tease le finish et l'adversaire sort un peu de façon coward hors du ring, il faut vraiment que... Attendez, je règle la lumière, la luminosité de la vidéo. Voilà, c'est mieux quand même. Parce que le jour se lève, mes amis. Le jour se lève, il est 7h51. Le jour se lève et donc la luminosité va devenir de plus en plus et je bloque la luminosité sur l'appareil photo. L'appareil photo sur la caméra du téléphone portable avec lequel je filme. Maintenant, attention, si vous écoutez sur Spotify, parce que oui, je poste aussi les stories, les hashtags TLR Review sur Spotify, vous aurez que le son et vous pouvez écouter les TL Reviews en faisant votre sport, en allant au boulot le matin et je vous souhaite beaucoup de courage si c'est le cas. Donc tout ça pour dire, sur les indies on fait ce genre des fois de tease, mais pour moi, enfin c'est même pas pour moi, c'est ce que nous disait Terry Taylor au Performance Center, un finish ne peut vraiment être teasé et ne peut marcher que s'il a été établi pendant des mois et des mois et des mois et des mois à la télé. Toutes les semaines tu gagnes avec ce finish. Donc quand sur les indies les mecs ils catchent devant une foule qui pour 80% de la foule les a jamais vu catcher et qui disent oui attends je vais teaser mon finish au début du match et tu sors du ring, frérot ça sert à rien, personne sait que c'est ton finish et personne sait que tu peux battre quelqu'un avec cette prise cutter super kick. C'est pour ça que même moi je le fais rarement, j'aime pas faire ça parce que, et notamment vous le verrez donc dans les hashtags TLRAM, analyse de match, c'est ça en fait que j'adore. C'est que là en fait vous savez, pendant très longtemps j'ai souvent parlé de ma période à la WS. En fait cette review ça va être une promo pour les TLRAM parce que je voulais faire une vidéo d'impro pour les TLRAM, mais je sais même pas si je vais le faire vu que je suis en train de tout faire là. On verra, on va le faire au feeling. Pour présenter en fait le principe, mais en fait vous allez comprendre. Pendant très longtemps, toute ma carrière, j'ai parlé de mes années à la WS, la Wrestling Stars, où je catchais 3 à 4 fois par semaine. Pardon, 3 ou 4, non pardon. Alors 2 ou 3 shows par semaine, mais entre 3 et 6 fois par semaine, parce que par show on avait 2 matchs.
la richesse d'expériences, de foules différentes, de shows différents que j'ai eu dans cette promotion de catch en France, c'est inégalé. Et j'ai presque envie de dire, malheureusement, personne ne revivra jamais ça en catch. Je souhaite que quelqu'un le revive, mais même la WS actuellement fait moins de shows qu'à l'époque. Et nous, on était sold out tous les soirs pendant 2-3 ans. De 2008 à 2010. 2010, ça a commencé à se calmer, mais c'était le renouveau du catch en France. On faisait tous les soirs 1000 à 2000 personnes. Quand on avait 500 ou 600 personnes dans la salle, de 2008 à 2010, je vous jure, on tirait la gueule. On disait, mais qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu un problème, il y a eu un problème d'affichage, qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait la pub, qu'est-ce qui se passe? Et c'est ahurissant. Aujourd'hui, tu fais 500 personnes en France, t'es content, tu vois. À l'époque, on était dégoûtés, c'était genre, oh, c'est un flop, on s'est planté. C'est un truc de ouf. Et là, vous allez tout voir en images. Vous allez tout voir, preuve vidéo à l'appui. Vous savez, moi, je mens rarement. Je mens quasiment jamais parce que le mensonge, ça vous revient toujours dans la gueule. Hein. Ça, les amis, pour petite leçon de vie, je vous le dis, ne mentez jamais. Parce que si vous ne mentez jamais, vous n'aurez jamais besoin de vous souvenir de quoi que ce soit. Si vous commencez à mentir, il va falloir vous souvenir de tout ce que vous avez raconté comme bobard. Et si vous vous en souvenez pas, vous n'avez pas une excellente mémoire, les gens vont voir à travers votre game, à travers votre jeu. Et ça, c'est de la MERDE. Tout ça pour dire, vous allez voir dans les TLRM, il me tarde vraiment de les faire. Je ne sais pas trop encore le succès que ça va avoir. On va voir. De toute façon, ce ne sera pas des vidéos longues. Hein. Les matchs font entre 10 et 15 minutes max. Donc ça sera des vidéos assez courtes, mais franchement, j'ai envie d'en faire 4, 5, 6 d'affilée. Alors je vais pas en poster une tous les jours, mais je vais voir si ça répond présent et que ça vous plaît. Ouais, j'en posterai peut-être une ou deux par semaine, on verra. Oh oui, on verra. Bon, tout ça pour dire, allez, on commence un peu ce SmackDown, les amis, hein, parce que il y en a plein qui me disent, mec, je peux t'écouter parler pendant des heures. Alors peut-être un jour ça viendra, on verra. Je réfléchis, enfin c'est pas que je réfléchis, je vais commencer à bosser sur mon compte TikTok très bientôt. Ça y est, j'ai reçu le matos. Oh oui, ça va le faire. Mais bref, allez, on se lance. Donc, alors, un bon style de main event, c'est pour ça, j'aime ce style de catch parce que la foule a le temps de tout digérer. Le match que nous ont fait LA Knight et Andrade, c'est vraiment un match de style de main eventer et c'est pour ça que LA Knight, bon, je l'espère, va continuer son ascension, même si ça a l'air de ramer un peu et que les places au sommet sont très limitées en ce moment à la WWE. Et mais surtout, en fait, ce que j'en retire, c'est que Andrade montre que c'est un catcheur complet et exceptionnel. Il peut s'adapter à tous les styles. Il peut faire des matchs de cruiserweight comme avec Carmelo Hayes, ou il peut avoir un style de main eventer avec LA Knight. C'est du bel esprit et franchement, c'est top. Parce que quand vous avez un catcheur comme lui qui peut faire tous les styles, comme un certain Tom LaRuffa, et dont vous verrez dans les analyses de match, parce que ça en plus c'est un truc de fou, même ça je vous redis, hein. Il me tarde de revoir les matchs où je catch dans tous les sens et je fais 500 000 prises parce que là je vais m'auto-casser, ça va être un truc de ouf. Bref, tout ça pour dire, non, Andrade, respect total pour ce catcheur. Alors, dans ce match, j'ai vu deux choses. Déjà, primo, LA Knight qui utilise la table des commentateurs pour balancer la tête d'Andrade dessus comme il le fait à chaque fois. Yeah. Alors, on a eu un gros débat dans les commentaires. Alors, est-ce que la table des commentateurs est censée être illégale ou pas? Parce que le ring n'est pas censé être illégal. Utiliser une partie du ring pendant le match, c'est pas censé être une disqualification, mais la table des commentateurs, est-ce que c'est considéré pareil? Et là, quand je vois donc LA Knight qui utilise la table comme ça, et des fois Orton qui fait des belly to back sur la table des commentateurs, est-ce que ça ne devrait pas être une DQ? On a eu ce débat. Je serais très curieux un jour, si un jour j'y retourne, je m'en bats les steaks et j'en parlerai dans les reviews, je demanderai à un des arbitres, je ferai, mais la table des commentateurs, c'est censé être une disqualification ou pas? On verra ce que me disent les arbitres. Ou alors même, j'ai carrément leur envoyer un message, je vais voir, sur Instagram. Un autre truc que j'ai vu dans ce match, alors là, je me pose très sincèrement la question, dites-moi dans les commentaires si vous pensez comme moi. Est-ce que la WWE ne rajouterait-elle pas des chants This is awesome en fond dans la foule? On a commencé à capter qu'ils ont l'air de faire ça pour les matchs où la foule n'est pas trop motivée, notamment les matchs de Pure Fusion Collective. Ok, PFC, ça c'est une surprise pour personne, que personne s'en soucie. Maintenant, donc dans ce match, la foule a commencé à chanter This is awesome à une période du match où c'était complètement plat et il se passait rien. Et là, c'est pas la première fois que je remarque que la foule chante This is awesome, mais il le chante limite toujours pareil. Et là, je me dis, c'est bizarre. C'est bizarre. Et je commence très sincèrement à me poser la question, est-ce que la WWE, donc la nouvelle production de la WWE, de sous l'ère Triple H, ne rajoute pas un bruit de fond de foule, ou ne rajoute pas donc ces chants This is awesome, ou des applaudissements? Dites-moi sincèrement dans les commentaires si je suis le seul à penser ça, ou si vous aussi, vous pensez pareil et vous dites ouais, c'est peut-être il y a peut-être quelque chose, parce que franchement ça m'étonne, hein, ça m'étonne de penser ça, mais là maintenant, vu que je regarde toutes les semaines, je vois ces thèmes récurrents et énergétiquement c'est bizarre.
C'est bizarre d'avoir la foule qui chante This is awesome alors qu'il se passe rien ou qu'il vient de se passer une prise ordinaire et qu'après il va se passer plein de prises de ouf. Enfin bref. Oui, alors ça aussi, bon, là par contre, j'ai déjà parlé 10 minutes sur les TLRM et là je vais encore placer une remarque. À un moment dans le match, on voit LA Knight qui loupe son springboard, là il court et il saute sur le coin. Ça, c'est pas la première fois que je le vois louper cette prise. Je le voyais déjà à l'époque, il y a 10-11 ans au Performance Center, en 2013, il est arrivé. Non, il était dès l'ouverture, je crois, en 2013. Des fois, cette prise, elle passe 2 fois sur 3, mais il y a 1 fois sur 3 où il va la louper, où il va se prendre les pieds dans les cordes. Et ça, en fait, le problème, ça m'a rappelé beaucoup de fois dans ma carrière où, dès que j'ai loupé une prise importante, en général, j'ai plus osé la refaire en show. Parce que je me dis, si je suis capable de la louper une fois, je risque de la relouper une deuxième fois. Et ça, je veux pas. Je veux pas me louper devant une foule. D'ailleurs, c'est pour ça que depuis très longtemps, depuis au moins 5-6 ans, j'ai plus refait de springboard crossbody. Pourquoi? Parce que je l'ai loupé une fois en Allemagne, c'était en 2017. Ouais, 2017, oui, voilà, décembre 2017, je crois. Ouais, décembre 2017. Ou au début 2017, je sais plus. Bon, bref, j'ai loupé le springboard crossbody parce que, en fait, bon, pour plein de raisons, j'étais en surpoids. Déjà, primo, je passais les 90 kg. Les springboards, je les faisais facile à moins de 90 kg. Dès que je dépasse les 90 kg, j'ai moins d'explosivité, il y a plus de masse et peut-être moins d'équilibre, surtout que le poids est centré sur le haut du corps. Il faut que j'ai des bonnes cordes et aussi également. Et j'avais aussi une blessure au mollet à ce moment-là, et donc en fait j'ai loupé le springboard. Bon, ça va, j'ai réussi à me rattraper, je suis rentré dans le ring, j'ai roulé, j'ai enchaîné sur autre chose. Mais ouais, non, quand je l'ai loupé le springboard, j'ai arrêté de le faire depuis. Il faudrait, en fait, ça sera un challenge personnel. Mes amis, je vous le dis tout de suite, si un jour vous me revoyez faire un springboard, quelque chose en match, c'est que j'ai vaincu, alors pas une peur personnelle, mais c'était un challenge personnel que j'ai fait le choix et que j'ai réussi à surmonter. Et donc, tout ça pour dire, vous verrez dans les TLRAM des fois que je vais sûrement louper des prises et des prises que je n'ai plus refait par la suite, ou alors que si je les ai refait, je les ai refait de façon... Oh ouais, oh ça craque d'un côté. Je les ai refait de façon différente. Oui, oui. D'ailleurs, dès mon premier match, je pense que lui aussi j'analyserai. Bon, c'est pas un match WS, mais je l'analyserai. Vous verrez, ça a été une des leçons que j'ai compris dès mon premier match dans l'industrie. Et donc je conseille très fortement à LA Knight de ne plus faire ça. Parce que non seulement ça pèse sur le cœur, sur la passion qu'on a, les fans ils vont être là, oh, il s'est loupé, bande de... Bon, bref. Ne disons rien. Et en fait, voilà, ça sert à rien de tenter de faire un truc que t'es pas sûr que ça va passer à chaque fois, surtout qu'en plus t'en as pas besoin. Mais je le connais un peu. Je sais que c'est un challenge personnel qui se met, c'est une pression qui se met sur lui-même à dire regardez, je peux faire du high fly. Ouais, d'accord gros, mais si tu regardes bien d'un autre côté, Steve Austin et The Rock ne sont jamais montés sur la 3e corde et c'est les plus grandes stars de l'histoire du business. Et parti de là, il y a quelque chose à apprendre de tout ça. Oh oui, oh oui. Et ça, j'y pense souvent. Je me dis souvent, quand il pense, j'ai jamais vu The Rock monter sur la 3e corde. J'ai même Austin, quand il est devenu main eventer, je l'ai jamais vu monter sur la 3e corde. Alors oui, ils avaient des gros gabarits, mais non, mais same shit, c'est pareil. C'est très intéressant à étudier comme cas. Victoire de LA Knight qui conserve son titre et Andrade, alors plus tard dans le show on va voir Andrade, il repart pour faire un 6e match avec Carmelo Hayes. Je comprends pas, bon c'était peut-être un aparté, un interlude, mais en tout cas gros respect à Andrade qui a montré dans ce match qu'il pouvait s'adapter à tous les styles et ouais, j'espère que la WWE va vraiment l'utiliser à sa juste valeur, même si les places sont très limitées à SmackDown. Ensuite, nous avons eu un face-to-face entre Cody Rhodes et Roman Reigns. Alors ça, j'ai vraiment aimé. C'est un beau montage, un beau booking, cette idée de les avoir se rencontrer comme ça dans un stade de football américain. C'était très cinématographique, c'était très bel esprit. Cette promo, vraiment, cet échange verbal qu'ils ont eu, cette joute verbale, très mise en scène, façon Hollywood, en fait, elle a construit Cody Rhodes plus que Roman Reigns. Roman Reigns, elle l'a remis à sa place. C'est genre, yo... depuis que t'es parti, t'as plus ton titre, t'as plus ta bloodline, t'as quasiment plus rien, donc calmos, parce que maintenant la bloodline c'est Solo Sikoa qui a le Hula Fala et le titre WWE c'est moi qui l'ai, donc t'as plus besoin de moi que moi j'ai besoin de toi, enfin grosso modo, ouais, je fais un gros résumé, et donc ils s'associent à Bad Blood, les deux ils se finissent par se mettre d'accord, mais la tension subsiste et Roman Reigns lui fait clairement comprendre, une fois qu'on a terminé avec la bloodline, I'm coming for you, et je viens pour récupérer mon titre. C'est du cinéma, oh oui, c'est comme un film où, malheureusement, non, où les deux gentils sont obligés de faire équipe malgré eux. Et alors, ce que j'ai vu dans ce segment, c'est très important.
Cette façon de faire avancer la storyline avec une scène clairement cinéma, une mise en scène cinématographique, c'est vraiment très intéressant. Pourquoi? Parce que c'est une carte de visite pour les superstars de la WWE. Si ce style se développe et continue, s'ils continuent à faire ce genre de mise en scène, ça va leur permettre littéralement de montrer qu'ils peuvent être acteurs également. C'est un peu comme une démo tape. Vous savez, c'est quand vous, je ne sais pas si beaucoup d'entre vous ont essayé de faire des castings, moi j'en ai fait quelques-uns, j'ai tenté du moins. Enfin, bon, je sais même pas si j'ai tenté sincèrement pour des gros rôles, non, peut-être pas. Mais je sais comment ça marche parce que j'ai fait des cours de cinéma et j'ai envoyé mes CV pour faire de la figuration. Ça, on me prend relativement régulièrement, pas souvent, mais régulièrement. Souvent, les gens me disent, ouais, Tom, je t'ai vu dans un téléfilm ou dans une série. Bah ouais, t'as besoin d'un mec avec une grosse barbe pour faire le videur ou l'homme de main. Vas-y, bah, en général, c'est ce qu'ils m'appellent quand ils tournent un truc sur la Côte d'Azur. Bref, tout ça pour dire. Souvent, pour des rôles un peu plus importants, ils vont vous demander envoie-moi une démo tape. Et une démo tape, c'est comme un match promo, c'est comme un match qu'on envoie quand on est catcheur qu'on veut se faire booker. Ça pourrait être intéressant un jour de faire une TLR story sur comment se faire booker sur les indies ou un truc comme ça. Croyez-moi, j'ai l'expérience, les amis. Et donc, pour les rôles un peu importants, ils vont vous demander une démo tape. Et une démo tape, c'est tout simplement une vidéo de entre 3 et 10 minutes maximum, et c'est plutôt 3-5 minutes, entre 3 et 5 minutes, qui montre vous dans des scènes pour voir à quoi vous ressemblez, votre jeu, votre façon de parler, votre façon de bouger, votre look, etc. Et ça, en fait, en étant mis en scène comme ça façon cinéma, bah, t'as un Roman Reigns ou un Cody Rhodes, bon, même s'ils ont déjà fait du cinéma les deux, mais mettons-nous à la place de deux catcheurs WWE qui n'ont fait jamais de cinéma, et bien ils vont pouvoir montrer cette démo tape, cette scène, à des studios en disant, regardez à quoi je ressemble dans une scène entre guillemets de cinéma ou de film. Même si c'est du catch, c'est tourné comme un film. Et ça, c'est super. Franchement, c'est super parce que c'est aussi comme ça dans le sens que je vois cette chaîne. Pourquoi je m'implique autant dans cette chaîne? Parce que cette chaîne, ça va être une carte de visite pour moi. C'est une démo tape. Dans le sens que, bon, bien sûr, je partage. Je suis dans la transmission. Je transmets mon expérience, mon savoir, ma passion. Ça, c'est clair et net. Mais surtout, je crois, si je dis pas de bêtises, c'est la hashtag Taylor Reviews épisode 33. Ça veut dire que j'ai fait 33 épisodes qui durent en moyenne entre 40 minutes et 1 heure, où je parle comme ça en impro sur un sujet qui me passionne, certes, mais sans cut, sans montage, sans édition. Et ça, je vous le dis tout de suite, tout le monde ne peut pas le faire. Tout le monde ne peut pas le faire, et pour moi, c'est une carte de visite. Je ne sais pas ce que la vie réserve, mais un jour, je ne sais pas, je pourrais toujours, aller voir, peu importe, radio, télé, peu importe. Et leur dire, regardez, allez sur YouTube, vous avez 200 épisodes où je parle pendant 1 heure de show de catch et je les analyse, et qui ont fait tant de milliers de vues, et tant de milliers d'heures de visionnage. Et ça, c'est bel esprit. Et c'est comme ça aussi que je vois le truc. C'est pour ça, vous savez, dans la vie, quand vous avez deux choses, quand vous avez une passion, donnez-vous à fond. Et même si vous faites quelque chose, faites-le à fond, sinon ne le faites pas. Ça sert à rien. Primo, c'est pareil dans le ring. Hein. Si vous faites une offense, une prise ou un coup, faites-le à fond, sinon ne le faites pas. Ça, c'est William Regal qui nous disait ça. Et deuxième truc, vous savez jamais les portes que ça peut ouvrir. Parce que vous pouvez essayer d'entrer par une porte, forcer, et à force de forcer, c'est une fenêtre qui s'ouvre, ou vice versa. Vous pouvez essayer d'ouvrir une fenêtre, ça marche pas, puis d'un coup vous vous rendez compte, ah ben tiens, la porte était ouverte depuis le début. Ça, c'est la vie, c'est mes leçons de vie depuis tout le temps, mais encore plus depuis que j'ai commencé le catch. Genre, on parlerait dans une TLR Stories, mais en fait, j'ai eu le niveau pour aller à la WWE parce que je me défonçais pour aller à la New Japan. Allez comprendre. La WWE, je ne peux pas dire que ça n'a jamais été mon objectif. Oui, inconsciemment, ça l'était. Mais je me suis jamais dit, quand j'ai commencé le catch, je veux aller à la WWE, il faut que j'y aille. Non, je me disais, si ça arrive, tant mieux. Je vais me donner à fond. Mais je suis pas un géant, donc ils vont peut-être pas me signer. Et puis ils n'ont pas signé de français depuis André le Géant, donc va vraiment falloir quelque chose. Et par contre, la New Japan, ça a été mon but. Quand je voyais des mecs comme Fergal Devitt, Finn Balor, ou des mecs un peu plus petits, enfin des mecs de ma taille et des Européens, être full time à la New Japan, et en plus je kiffais le style de catch là-bas, je fais yo, ça ouais, parce qu'en plus si je mousse à la New Japan, bah, la WWE va me signer forcément, et donc là-bas je ferai plus d'argent. Voilà, et en fait je me suis tellement défoncé pour avoir le niveau pour aller à la New Japan, ça c'est un petit secret que je partage rarement, ou en tout cas je le partage quand je stage, ou quand je fais des Q&A avec des catcheurs qui assistent à des stages. Je me suis tellement défoncé pour aller à la New Japan, que ça n'a pas marché, à cause de Tamatonga, on en reparlera, mais au final, j'ai eu le niveau pour aller à la WWE, à cartonner à World of Hurt, l'émission de télé-réalité au Canada, et boum. Enfin, bref, on en parlera dans la hashtag en détail, dans la hashtag Taylor Stories, sur comment la WWE m'a repéré et m'a contacté pour faire mes essais et être signé. Oh oui, oh oui. Et donc, pour terminer sur ce segment dans le stade de foot, en fait, tout le monde est gagnant.
Tout le monde est gagnant parce que je suis sûr que la WWE a eu le stade limite gratos. Hein. C'était la nuit, personne ne l'utilisait. En plus, avec les accords commerciaux qu'ils ont pour organiser des shows dans les villes en question, bel esprit. Et ça a dû prendre que quelques heures à tourner, je pense. Allez, un segment comme ça, je pense que ça a dû prendre 4 heures, 4-5 heures maximum à tourner. Parce que je pense que maintenant ils sont assez rodés niveau production pour aller assez rapidement. Et en plus, personne prend de chute. Roman Reigns, il n'a pas à se déplacer à une arena pour prendre des chutes ou catcher, vu que agenda limité. Non, franchement, tout le monde a été gagnant. Et j'ai aimé. C'est une vibe différente. Oh oui, oh oui, bel esprit. Suite à ça, nous avons un singles match entre Apollo Crews et Giovanni Vinci. Apollo Crews sans entrée, ça m'a fait lol, parce que bon, ça fait vraiment, entre guillemets, jobber. Et j'étais très curieux de voir ce rematch. Et là, tout de suite, Giovanni Vinci arrive avec une attitude différente. Il est déjà en tenue de catch et on voit qu'il est très sérieux, très concentré. Et c'est logique. Et le match commence direct avec des coups violents, des coups de poing de Vinci qui veut se venger de l'humiliation que lui a fait subir Apollo Crews lors de ses débuts. Rappelons-nous, où il avait perdu en 5 secondes parce qu'il prenait trop de temps à se changer. L'arbitre a fait commencer le match alors qu'il avait le dos tourné. Donc, ils vont pas faire une prise de contact. Ils vont pas faire, allez, c'est un match de lutte, faisons une prise de contact et faisons de la lutte. Non, c'est, attends, mec, tu m'as humilié devant le monde entier, je vais te défoncer, je vais te frapper. Et c'est Storytelling 101, c'est comme ça qu'on doit faire du catch. On se base sur la story, l'histoire du catcheur qui va vers son match pour faire un match de catch adapté à l'histoire qu'on va raconter et surtout l'état d'esprit des deux protagonistes. Oh oui, oh oui. Et oui, alors donc, ouais, bon, après je vous promets, je veux dire, quand je prends mes notes, chaque fois je mets des petites allusions. C'est pour ça que je sens que je vais avoir beaucoup honte dans mes analyses de match. Parce que je vous dis, je sens qu'il va y avoir des matchs, ça va avoir ni queue ni tête. Mais bel esprit. Après, à l'époque, j'avais aussi pas eu 4 ans d'entraînement Performance Center quand j'étais à la WS. Hein. Mais je sens qu'il y a des matchs, je vais faire, mais pourquoi je commence le match comme ça si c'est pour revenir à de la lutte derrière? Bon, enfin bref, on va se marrer, hein, franchement. Hein. Vous aurez le droit de me descendre. Là, je ne répondrai pas, je ne me défendrai pas dans les commentaires sur les TLR AM analyse de match. Bon, dans ce match, alors là, je mets en majuscule, Vinci perd encore. Mes amis, reprenez la TLR Reviews de SmackDown il y a 2 semaines. J'allais dire, je l'avais prédit. Parce qu'il perd le match, encore une fois sur un petit roll-up, mais après avoir eu de l'offense. Et là, il snap. Et il attaque Crews et lui fait un brainbuster. J'allais dire, ne l'avais-je pas prédit. Le truc, c'est qu'avec ce booking, ça permet de montrer une différente couche dans la personnalité de Giovanni Vinci, et ça, c'est top. Pourquoi c'est top? Parce que il a besoin de différents layers. Il ne peut pas juste être un monstre qui détruit tout sur son passage. En parlant de tout détruire sur son passage, donc moi je trouve que c'est un booking très intelligent. Je sais qu'il y en a plein qui vont dire non, c'est pourri parce que on en fait un jobber, on le fait perdre, c'est pas comme ça. Ouais, non, mais attendez les amis, comprenez une chose. Donc je le dis, c'est un booking très intelligent parce que chaque catcheur qui débute ne peut pas avoir une winning streak, ne peut pas avoir une série de victoires. Parce qu'en fait, le truc, c'est que c'est naze, et puis je pense très sincèrement que la WWE a dû sentir, ou elle devait savoir à l'avance, que la foule allait être mitigée vis-à-vis de Vinci, n'allait pas accrocher de fou avec lui. Pourquoi? Parce que il n'a pas une taille il n'est pas gigantesque, il n'a pas un charisme énorme. Non, il a un bon physique, il a une bonne petite gueule, mais il n'a pas de charisme à proprement dit, je veux dire. Et au micro, il est moyen, plus que moyen, genre c'est moyen, moins, quoi. C'est en dessous de moyen, quoi. Et donc, sachant que la foule, une fois qu'il allait être vraiment mis sous les projecteurs, souvenez-vous, ce business est un marathon, pas un sprint. C'est bien beau d'avoir les vignettes et tout, d'avoir un gros début et de mousser, mais c'est sur la longueur que ça se juge une carrière. C'est pour ça que je suis toujours là, les amis. Oh oui, oh oui, et que je suis probablement dans les meilleures années de ma carrière, en tout cas au niveau indie, ça c'est clair et net. Tout ça pour dire, ils ont dû le sentir, et donc plutôt que de le forcer dans la gorge des fans en le faisant gagner tous ses matchs et en le mettant, regardez, ça va être notre futur champion américain. Non, ça aurait été contre-productif parce que les fans l'auraient senti, genre ouais non mais vous essayez de nous forcer à l'aimer, nous forcer à le voir comme un champion, une star. Non, vous savez quoi, on va déféquer sur lui. Et là en fait avec ce booking, franchement c'est top parce que ça montre que la WWE, alors dans un sens je pense très sincèrement que c'est ça en fait l'analyse et la raison de ce booking. Non seulement, on n'a pas l'impression qu'il nous est enfoncé au fond de la gorge comme ça a été le cas avec tant de gars qui ont débuté dans le passé, mais deuxièmement, surtout, tout ce qu'il fait maintenant est justifié. Si maintenant Vinci attaque Crews à chaque fois dans les vestiaires pour construire une feud solide qui en plus donne quelque chose à Crews, c'est parfait parce que Crews est un excellent catcheur. Bon, il n'est pas top au micro, mais dans le ring, il fait des trucs de ouf, il a un méga physique. Oh oui, oui, bel esprit. Parti de là, tout est justifié pour
pour Vinci, et c'est top parce que ça va donner différentes couches dans sa personnalité de heel. Top. Franchement, ce booking, je pense que beaucoup vont dire non, c'est n'importe quoi, on en fait un jobber. Non, c'est du génie en fait, c'est du génie scénaristique parce qu'on le voit très rarement ça. On voit très rarement un catcheur qui débute avec des vignettes et tout, et qui perd ses matchs direct, et surtout qu'il les perd de façon entre guillemets j'allais dire crédible, et surtout qu'il les perd sans devenir une joke, parce que là je vous le dis en fait Vinci va pas être considéré comme une blague. Alors oui, on va dire oui, mais il perd tous ses matchs, ça d'accord, mais en attendant, ce qu'on a vu son attaque sur Cruz à la fin du match, c'est Vinci qui était debout, Cruz il était par terre en agonie. Donc ça, oh oui, bel esprit. Un heel, et ça vous le verrez à la WS, enfin vous le verrez dans mes TLRAM, j'arrête pas, c'est le plug, cette vidéo c'est le plug, alors ça dépend quel plug, mes amis. Mais c'est le plug pour les TLRAM. Vous verrez que quand on est heel, on gagne quasiment jamais. Il faut le comprendre, ça. C'est comme le méchant dans les films. Quand est-ce que vous avez vu des films où, dans combien de films, sincèrement, ou de séries télé, le méchant gagne à la fin? Je vous pose sincèrement la question. Dites-le moi dans les commentaires. Dites-moi dans les commentaires si vous avez une série de films où le méchant gagne à chaque fois à la fin. J'attends sincèrement. Et ben là c'est pareil. Vinci, c'est pas un booking qui l'enterre, au contraire, moi je trouve franchement cette storyline, j'adorerais la fin. Enfin oui, bon, c'est sûr, si je gagnais tous mes matchs, je vais pas me plaindre non plus, ça c'est clair. Mais d'un autre côté, ça lui donne quelque chose. Et franchement, je suis confiant sur l'évolution de la storyline. Alors le seul truc où je suis pas confiant, je vous le redis, c'est sur le charisme et le talent au micro de Vinci. Ça va être très vite limité. Il aurait vachement besoin d'un manager, ça c'est clair et net. Vinci avec un manager, moi ça serait gold. Si vous avez des contacts à la WWE, envoyez-leur mon CV. Moi je vous le dis, hein, Vinci, j'en fais une star. La hit qu'on aurait ensemble. Surtout si je reprends mon personnage de Sylvester Lefort. Oh oui. Money making, entrepreneur from the French Riviera. Ça serait gold. Oh oui. Waouh, je vois trop les vignettes à Monaco, etc. Et donc, suite à ça, on a une promo dans le ring avec Kevin Owens et la Bloodline. Donc Kevin Owens, il arrive, parce qu'il y a toujours cette vibe avec Cody Rhodes qui flotte un peu dans l'air, qui vole très bas. Et il est interrompu par la Bloodline et Tama Tonga. Alors Tama Tonga qui bégaye. Ouais, ok, à voir. J'attends d'en voir plus pour me prononcer là-dessus. Mais j'aimais les bruits de hyène qu'il fait dans son entrée, mais là, en fait, littéralement, ils le font bégayer au micro. À voir. C'est pas très intelligent de la part de Kevin Owens de provoquer la Bloodline 3 contre 1, mais donc bien sûr il se fait attaquer. Et alors là j'ai pas compris parce que t'as Tommaso Ciampa et un adolescent en t-shirt qui arrive pour aider Kevin Owens. J'ai pas compris. Est-ce que les extras sont pas supposés être la sécurité? Est-ce que si t'es un extra et que t'es un gamin de 15 ans, tu dois pas mettre un t-shirt de sécurité? Là je vous dis, il y a Tommaso Ciampa qui arrive et avec un ado en t-shirt qui vient pour aider Kevin Owens. J'ai pas trop compris pourquoi ils mettent un extra dans ce segment. Et suite à ça, Nick Aldis arrive et donc il annonce le main event, un match à 6 entre Kevin Owens, Tommaso Ciampa, et là je comprends que l'ado en t-shirt est en fait Johnny Gargano, et la Bloodline, Tama Tonga, Tanga Loa et Jacob Fatu. Alors sur ce show en fait il y a eu quand même beaucoup d'absences au début, en matin de show, je ne l'ai pas remarqué, mais on n'a pas vu ATDU, Ethan Down Under. On n'a pas vu. Ça, je ne vais pas me plaindre, hein, même si je pense que là, pour l'instant, elles sont en SmackDown. Oui, à Raw, Jade Cargill et Bianca Belair. Ça aussi, je ne vais pas me plaindre, en tout cas pour Jade Cargill, qui a quasiment autant que Nia Jax dans le jeu vidéo. Il faut m'expliquer, ça, j'ai pas compris. Je crois que Jade Cargill a quoi, 84, Nia Jax a 86. Les gars, vous avez fumé. Hein. Vous avez littéralement fumé. Hein. Si Jade Cargill avait un dixième du talent et du mérite de Nia Jax dans le ring, on en reparlerait, mais là, enfin bref, peut-être il se base sur les salaires que chacune ont pour... En fait, oui, je pense que c'est vraiment ça. Je pense que le nombre de points que vous avez dans un jeu vidéo ou sur des cartes à échanger, c'est en fonction de votre salaire. Je suis pas sûr, mais c'est lié tout ça. Et donc il y a eu pas mal d'absents, mais on en reparlera en conclusion. Suite à ça, nous avons le fameux Tornado Tag Match entre Nia Jax et Tiffany Stratton contre Bayley et Naomi. Alors là, direct, quand je vois la première entrée de Nia Jax et de Tiffany Stratton, je vois direct les deux grosses raisons pour laquelle j'adore, et j'adore littéralement, la division féminine de SmackDown m'excite de ouf. Et ces deux grosses raisons, c'est déjà les personnages qu'on a dans cette division, et j'aime la storyline entre Nia et Tiffany. Ça va être un truc pour les prochains mois qui va vraiment se développer. Ça va être oh oui, bel esprit comme
la tenue et le physique de Tiffany Stratton. Tornado match, donc ça veut dire que toutes les catcheuses sont dans le ring en même temps. Dans ce genre de match, il n'y a pas trop de place pour la lutte et donc ça commence direct en baston et en spot. Il y a beaucoup d'enjeux dans ce match, hein. Donc si une des babyface perd, elle quitte SmackDown à vie, ou alors celle qui qui obtient le tombé final aura sa chance pour le titre de Nia Jax. Alors là, pareil, bel esprit, je vous le redis, je pense que les équipes de production de la WWE regardent les hashtags TLR Reviews. Un double team move, Samoan drop, neckbreaker des heels avant la pub. What the fuck? Qu'est-ce qui se passe? WTF, on n'a plus de plongeon. Oh oui, oui, mes amis, je vous le dis, avec les TLR Review, on modifie le business à nous tout seuls. Oh oui, oh oui. Alors attendez, je verrouille encore une fois l'éclairage parce que je vous le dis, le soleil se lève. Non, là, c'est un peu trop sombre. Le soleil se lève et avec ça, l'éclairage change. Je me souviens, ça me rappelle, j'avais fait une interview de Ian Colby qui gère Wrestling Clinic niveau catch et surtout la grosse chaîne YouTube Planet Rock. Je l'ai vu à ses débuts, hein, il en est à beaucoup de followers. Donc mes amis, il faut y arriver aussi. Faisons monter les compteurs avec cette chaîne. Ça monte petit à petit. Je vous le redis, hein, 10 000 followers. Je fais une vidéo. Alors peut-être je demanderai même à Becky de me faire. Peut-être elle le ferait. Si elle me ferait une petite vidéo dédicace qu'elle m'enverrait, je verrai. On va voir. Mais bref, je vous fais une vidéo sur mon amitié avec Becky Lynch et dedans je vous mettrai une vidéo inédite. Vous allez halluciner, je vous le promets, vous allez halluciner. Répandez le mot les amis, si vous voulez voir cette vidéo. Et puis il n'y aura pas de question de copyright WWE ou quoi, parce que c'est moi qui l'avais tourné seul avec Becky dans mon appart, parce qu'on voulait pitcher un personnage, elle voulait pitcher un personnage qui est actuellement à l'écran de la WWE, elle voulait pitcher un personnage à l'office et on l'avait tourné. Et ça, je vous le dis, cette vidéo, alors je dis pas que ça va buzzer sur internet, mais peut-être. Oh oui, oh oui, et ça va buzzer peut-être même mondialement. 10 000 abonnés sur ma chaîne, cette vidéo je la poste, je vous l'annonce direct, parce qu'en plus elle est à moi, c'est moi qui l'ai tournée avec mon iPhone de l'époque. Ouh là là, je vous dis, j'en ai presque des frissons, parce que même je repense à cette vidéo, ça aurait été un truc de ouf, un truc de ouf. Bref, tout ça pour dire. Ouais, donc pas de plongeon avant la pub, on change le business mes amis avec la chaîne YouTube Tom Larify. Donc oui, je réglais l'éclairage parce que j'avais fait une interview en Roumanie avec Ian Colby, parce qu'il habite en Roumanie maintenant, quand je faisais un stage de catch en plein milieu du COVID en 2020, et en fait j'avais bloqué l'éclairage de ce téléphone portable d'ailleurs avec lequel je filme, et en fait au fur et à mesure le soleil se couchait et en fait l'éclairage à la fin de la vidéo était dégueulasse, genre il était vraiment à gerber parce que tout était sombre, il a fallu que je fasse un trafic et en fait le visu de la vidéo était pourri, mais l'interview était très intéressante en deux parties, je vous invite à la regarder dans les profondeurs archivales, les archives en profondeur de cette chaîne. Oh oui, oh oui. Les catcheurs se donnent à fond dans ce match. L'histoire est bien racontée parce qu'il y a de beaux segments qui mettent en lumière l'enjeu du match avec des tentatives de tomber à deux. Non, c'est à moi, je t'enlève, c'est moi qui veux gagner le match. Oh oui, oui, bel esprit. C'est ça que j'aime à la WWE, c'est que le catch est très simple et on comprend facilement l'histoire, notamment si vous êtes un profane, si vous êtes un non-initié et que vous découvrez le catch mais vous comprenez l'enjeu du match et vous dites ok, là maintenant je comprends ce qui se passe. Oh oui, oh oui, c'est moins compliqué on va dire que du vrai catch pour les sachants, comme on peut le voir à la AEW. Bon, je pense qu'on a tous vu le gros problème du finish en fait. Le finish aurait pu être excellent, mais avec Naomi qui a les pieds sous les cordes et l'arbitre qui compte quand même sans faire mine de rien. Alors après, je sais pas, est-ce que dans un tornado match on peut briser un tombé en saisissant la corde? J'imagine que oui. Je sais pas si l'on fait plutôt dans le match, mais c'est vraiment dommage. Et en fait, je comprends pas avec quand même l'après-midi qu'ils ont dû avoir, pourquoi ils n'ont pas prévu de faire le finish plus au milieu du ring pour pas avoir ce problème à la fin? Alors est-ce que c'est une faute d'inattention, faute de fatigue, je sais pas, mais ça pue, c'est dommage, c'est pas professionnel. C'est si facilement corrigeable en se décalant d'un mètre vers le milieu du ring. Mais bon, surtout qu'en plus, je vous le dis les amis, hein, les rings WWE sont gigantesques. Même moi, ça fait des années que j'ai pas été dans un ring WWE, il faudrait que je me réhabitue pendant 1 ou 2 entraînements pour ne serait-ce que les pas qu'on fait quand on court dans les cordes. Mais ça, vous le verrez sur ma chaîne TikTok. J'en dis pas plus. Oh oui, oui. Bayley Naomi gagnent donc alors ensemble et on semble se diriger vers un triple threat match. Mais je vous le dis, ouais, niveau placement dans le ring, le finish aurait pu être mieux réalisé. Donc c'est un peu. Juste après ça, comme je vous ai dit un peu plus tôt, ils annoncent que Andrade et Carmelo vont faire le 6e affrontement la semaine prochaine. J'ai pas trop compris parce que Andrade a eu sa chance pour le titre américain. Ah ben non, t'as perdu, bah peut-être tu retournes bosser avec Carmelo. Qu'est-ce qui se passe? Alors est-ce que Carmelo va gagner, ce qui semble quasiment sûr la semaine prochaine, et c'est Carmelo qui va affronter LA Knight et qu'au final, je pense à Survivor Series, on aura un match à 3 entre les 3. C'est plus que crédible et je pense que c'est un angle d'approche intéressant, surtout s'il y a des promos enfin
encore une fois, espérons, de Louis-Albert Chevalier, Ellen Knight au milieu. Suite à ça, Nick Aldis annonce donc aussi que Bayley va affronter Naomi la semaine prochaine pour déterminer l'aspirant numéro 1 au titre de Nia. C'est un peu mieux déjà parce que là, c'est un peu plus logique et crédible. Et voilà, nous allons voir qui affrontera Nia, si je dis pas de bêtises, à Bad Blood, c'est ça? Ouais, c'est Bad Blood. Main Event Time, la Bloodline contre Kevin Owens et non pas DIY parce qu'ils se font attaquer dans les vestiaires, mais les Street Profits. Les DIY donc se font attaquer par la Bloodline avant le match. Merci, comme ça nous évite de voir des personnes sans physique dans le ring. Bon, par contre, Ciampa, bel esprit. Hein. D'ailleurs, il m'a fait délirer Ciampa. Oui, il m'a fait délirer. Dans le segment un peu plus tôt où j'ai cru que c'était un fan avec un t-shirt, hashtag ironie, avec lui, il a enlevé direct son t-shirt, lui, Ciampa, pour montrer son physique. Par contre, le gars avec lui, non. On comprend pourquoi. Ça m'a fait délirer parce que j'avais fait pareil à TNA Impact. Ça, on l'étudiera en vidéo parce que Marcus, il était mort de rire. Mika, il était mort de rire. En fait, c'était pour nos débuts, je crois. Oui, nos débuts à Impact. Quand on vient aider Al Snow dans son match, qu'on intervient dans le match, on coupe le compte de l'arbitre. Allez le voir, vous verrez, c'est sur YouTube. Mais on coupe le compte de l'arbitre, Al Snow gagne le match, et là, on monte dans le ring et on célèbre. Et moi, Marcus, je lui dis, parce qu'à l'époque, j'avais vraiment un bon physique, bon, je l'ai toujours, attention, en fait, je suis plus lourd maintenant qu'à l'époque, c'est un truc de ouf. Et j'ai les abdos, regardez mes stories et mes posts sur Instagram. Mais en fait, j'avais dit à Marcus, mec, ça me gave de faire l'intervention avec nos vestes France. Mec, il faudrait qu'on aille torse nu pour montrer nos physiques, pour impressionner les officiels. Mais après, d'un autre côté, on se dit, ouais, mais on veut être heel, il faut que les gens comprennent en voyant marquer France en gros sur nos vestes qu'on est heel, tu vois. Et en fait, j'ai fait, bon, écoute, mec, on va faire entre les deux. Moi, ce que je vais faire, j'arrive, on fait l'intervention avec la veste France, mais dès qu'on monte dans le ring et qu'on célèbre avec Al Snow, on est censé être content, moi j'enlève la veste. Et je vous jure, c'est un truc de fou. Mais allez voir la vidéo, mais j'en reparlerai mieux en détail dans les TLR Stories. Il faudrait que je contacte Marcus. Dites-moi si ça vous intéresse. Hey, franchement, si j'ai beaucoup de commentaires, franchement les amis, je vous le dis tout de suite, allez, je m'engage. On est comme ça dans la chaîne, on improvise et on est vrai. Dites-moi en commentaire s'il y a plus, allez, ouais, je m'en fous, je m'en bats les steaks parce qu'il y a au moins entre 2 et 3 000 vues pour les reviews, d'accord? Si j'ai 100 commentaires qui me disent, vas-y Tom, fais une interview avec Marcus, je recontacte Mika et je lui propose, est-ce qu'il serait tenté de faire un podcast à distance, parce qu'il est aux États-Unis, je pense en ce moment, et qu'on se fasse une petite interview catch-up. Dites-le moi. Mais pour ça, alors, je m'engage, hein. Il faut au moins 100 commentaires. 100 commentaires qui me disent, vas-y Tom, fais-le. Et 100 commentaires de personnes différentes, bien sûr. Vas-y Tom, je suis pour l'interview avec Marcus. Mais ça, donc, voilà. Et donc, dans ce segment, Marcus, il était mort de rire parce qu'il me dit, mec, j'ai rien compris. On monte dans le ring, je te vois avec la veste, je me tourne pour lever les bras, et je me retourne, la veste a disparu. Dans ma tête, il me disait, dans sa tête, il avait explosé de rire parce qu'il se dit, je sais pas comment il a fait pour enlever sa veste aussi rapidement. Et quand vous regardez en vidéo, vous verrez, c'est pareil, je l'enlève à 300 à l'heure parce que je voulais montrer le physique. Et là, en fait, Ciampa, il m'a fait délirer parce que plus tôt dans le show, il a fait exactement pareil. Il a montré son physique et il faut le montrer quand t'as un physique. Oh oui, oh oui. J'ai beaucoup aimé donc dans ce main event, ce match à 6, que Michael Cole mentionne le palmarès passé de Tama Tonga à la New Japan, notamment qu'il a été champion à WGP Tag Team. C'est une vibe différente et ça montre la reconnaissance qu'a maintenant la WWE pour la carrière passée. Ça veut dire que si moi j'y étais, il me dirait c'est un vrai vétéran des rings européens, il a catché mondialement, plus de 20 ans dans le business, il a catché tous les styles différents, il montre un physique, physique ou peut-être pas trop à la WWE parce qu'il y a des mecs beaucoup plus musclés que moi, mais un charisme exceptionnel. Ce mec-là a vraiment, bon, peut-être pas un gros potentiel à 40 ans, parce que mon potentiel, il se réalise depuis déjà 10-15 ans, mais ce mec-là, c'est vraiment une référence du business. Oh oui, le meilleur catcheur français de la planète aujourd'hui. Un bon gros match de main event, jusqu'à ce que l'arbitre, Rudy Charles, un très bon ami, disqualifie tout le monde. Alors ça, j'ai pas compris, pour manque de contrôle du match, pourquoi tout d'un coup, à la WWE, on disqualifie, on met fin au match, parce que c'est le gros BORDEL. Bizarre, une fin bizarre. Donc, ce match, franchement, on va pas se mentir, c'était principalement pour continuer à construire Jacob Fatu. Ils vont vraiment le pousser à fond, parce qu'il y a que lui vraiment qui brille dans le match et chez les heels. Et franchement, bel esprit, parce qu'il le mérite. Alors j'ai vu qu'apparemment Zila Fatu, c'est ça, c'est son frère ou son cousin, je sais pas trop. Apparemment, il est aussi en chemin, mais ça va faire un truc de ouf, parce qu'en fait, ils vont faire une brand à la WWE. Il y aura que des mecs des îles, hein. Il y aura des Samoa, des Tonga, etc. Parce que si en plus Ikuleo, le petit jeune frère de Tangaloa et de Tama Tonga, ça va être un truc de ouf, mais ça va être très très bel esprit. D'ailleurs, j'aime beaucoup aussi quand il mentionne Aku. Aux commentaires, bel esprit, parce que j'ai une anecdote sur Aku, je sais pas si je l'ai déjà dit, mais j'en parlerai dans une hashtag TLR Stories. Oh oui, j'ai tellement de choses à dire, mes amis, je pourrais parler pendant des heures. Cody Rhodes arrive juste à la fin pour aider les faces et tease un éventuel heel turn de
de Kevin Owens. C'est bel esprit. Et là, c'est bel esprit parce qu'en mode AEW, les storylines se chevauchent. T'as Cody Rhodes qui est avec Roman Reigns contre la Bloodline. Là, en fait, ils sont en train de te teaser, oui, mais fais gaffe parce que Kevin Owens va peut-être un jour tourner contre toi. Oh oui, bel esprit, que demande le peuple? Le peuple demande, je pense, un Cody Rhodes qui va tourner heel. Parce que SmackDown se termine sur un sourire juste devant face caméra de Cody Rhodes et il a vraiment, je sais pas pour vous, mais confirmez-moi que vous pensez comme moi, quand j'ai vu ce sourire, je fais, ce mec-là, il va pas pouvoir rester face. Cody Rhodes, il faut qu'il tourne heel, et le jour où il va tourner heel, ça va être gigantesque. Ça va être gigantesque, parce qu'avec la tête de premier de la classe, la tête, il y en a plein qui me l'ont dit, c'est, comment il s'appelle, je sais pas, ce super-héros de film qui est exactement comme Cody Rhodes, et on voit qu'il a tout pompé, c'est quoi, c'est pas Highlander, c'est Skylander, enfin un truc comme ça. Ça va être énorme. Quand Cody Rhodes va tourner heel, il va y en avoir sur les murs. Oh oui. Et il faut qu'il tourne heel avec le titre de champion. Ça sera encore mieux. Parce que là, ils vont vraiment acclamer. Waouh. Si Cody Rhodes tourne heel, soit contre Roman Reigns, soit contre The Rock, ça va être énorme. Oh oui. Bref, un SmackDown qui était pas exceptionnel, on va pas se mentir. Il n'y a pas eu de gros match. Niveau storyline, ça n'a pas vraiment avancé. Alors, bizarre, alors je redis, peut-être ils l'ont dit dans les commentaires, ils l'ont justifié sur les réseaux sociaux, je sais pas, mais bizarre l'absence de Solo Sikoa. Roman Reigns, ça, on s'y attend parce qu'il n'est pas souvent là, mais voilà, espérons, je le dis quand même, espérons que l'absence de Solo Sikoa n'est pas liée à l'état de santé de Jimmy Uso. Par rapport au tweet de son père Rikishi, j'ai vu qu'il disait prier pour Jimmy. Je sais pas trop, j'ai pas eu le temps de regarder ce qu'il en est. J'espère que c'est pas dû à ça parce que voilà, c'est jamais marrant les problèmes de santé, mes amis. Et voilà, donc je redis, j'ai été pas trop impressionné par ce SmackDown, mais c'est comme ça, il faut ce qu'il faut, et on peut pas faire à chaque fois des home runs. En parlant de home run, aucun rapport avec ce que je viens de dire, mais non, on va aller en deuxième base. Pourquoi? Parce que pas un, mais deux commentaires. Pourquoi? Parce que vous en posez beaucoup de questions, et en fait j'en ai plein, là j'en ai trop, limite dans mon... Chaque fois je vous dis posez-moi des questions, et là maintenant j'en ai trop. Je viens d'en envoyer 9 copies d'écran de commentaires sur ma boîte email, et donc je vais en faire 2 aujourd'hui. Alors, premièrement, nous avons Kevin D-H1B. Je comprends pas ces pseudos, les gars. Est-ce que vous le faites parce que c'est un pseudo que vous donne YouTube générique ou ça a une signification? Enfin bref, Kevin D-H1B. Un régale le vlog, merci, donc par rapport au vlog de Bruno Sammartino. Quelles sont tes meilleures expériences de fédération, catch or TNA WWE? Très très bonne question. Plugons les TLRAM. La WS, Wrestling Star, j'aimais beaucoup parce que ça s'est prolongé dans le temps. On était là toutes les semaines et on était devenus littéralement une famille. Franchement, ouh là, mes amis, parlons peu mais parlons bien. Parce que ça aussi, je me pose sincèrement la question. En fait, on était vraiment devenus une famille à la WS, aussi bien les catcheurs, parce qu'on passait nos week-ends ensemble sur les routes, à travers toute la France. Des fois, ça nous arrivait, on catchait dans le Jura, il fallait être le lendemain à Biarritz. Donc, on conduisait 12 heures toute la nuit et on enchaînait direct avec une journée entière de stage et un show le soir. C'était des trucs de ouf. Hein. Vous vous rendez pas compte le nombre d'heures de route qu'on a fait à la WS et les foules de fous et les matchs de fous que je faisais. Mais vous verrez tout ça dans les TLRAM. Donc, ouais, je pense la WS, d'autant plus qu'à un moment, alors disons-le, mais ça, je sais pas si vous le savez, peut-être certains s'en souviennent. Je sortais avec la fille du promoteur. Ouais, on était restés 2 ans ensemble. Et on était même passé dans une grosse émission télé à TF1. TF1 ou NT1. Et cette émission, elle est sur YouTube. Et est-ce que vous voulez que je fasse une TLR Stories là-dessus? Sur ma carrière à la WS, je vais voir. Peut-être que je le ferai. Je le ferai après avoir lancé quelques TLR AM. Et si je vois que ça a du succès, je fais une TLR Stories sur mon époque à la WS. Et là, je vous mets des extraits de l'émission en question. Parce que j'avais fait le zapping. J'avais sorti tellement de bêtises, pour rester poli. J'avais fait 2 ou 3 fois le zapping avec cette émission. Et déjà à l'époque, c'était en 2010, 2011, c'était même avant mes essais WWE. Mais mec, j'étais une machine. Je suis toujours. Alors ça, oui, oh oui, je suis une machine et vous avez encore rien vu, les amis. Oh oui. Et ouais, donc mes meilleures expériences, ouais, Wrestling Stars pour l'expérience que ça m'a donné et surtout le fait que ça s'est fait sur la longueur. Maintenant, peut-être pour un one time only. Japon, c'était pas mal. C'était pas mal d'être au Japon et de sentir et vivre la culture japonaise. J'ai beaucoup aimé aussi la Turquie, le Koweït, Pakistan, c'était bien. Ouais, enfin, franchement,
Chypre, c'était bien aussi. Chaque expérience est unique. Ouais, mais voilà, j'ai beaucoup aimé les pays, on va dire, exotiques où tu vas jamais. Je vais, malheureusement, dans un sens, parce que j'ai été très bien reçu, je vais jamais aller au Pakistan si ce n'est pour le catch. Tu vois ce que je veux dire? Je connais, enfin oui, je connais un catcheur pakistanais, un pote, mais sur place, je connais personne, tu vois. Ou pareil, au Koweït, qui va au Koweït, tu vois? À part si tu fais du business là-bas, tu vois. Moi, j'y suis allé grâce au catch. Donc, merci le catch, merci l'univers. Soyons reconnaissants de tout ce qui nous arrive, mes amis. Oh oui, oh oui. Donc voilà Kevin, pour te répondre. Et deuxième question, donc comme j'ai dit, j'en faisais deux. Zizou Alpha, c'est Zizou Alpha 1, 2, 3, 4. Ça, on a déjà fait des... j'ai déjà répondu à une ou deux de tes questions, je pense. Alors, Tom, ah oui, je l'ai prise parce qu'elle est très importante cette question. Bon, je vais repasser peut-être 10 minutes dessus, on est à 54 minutes de vidéo, bon, on va voir. Alors, Tom, à 39,49, tu dis que le catch n'est pas une chorégraphie. Dans ces cas-là, pourquoi les prises sont apprises par cœur comme dans une chorégraphie? Alors, c'est une très très bonne question, Zizou, et ça te mériterait une vidéo à part entière. Je vais te donner un début de réponse, mais j'en reviendrai, je pense, dans soit une TLR Story, soit j'en parlerai dans les TLR AM, parce que c'est très important. Oui, c'est vrai, alors, on apprend les prises comme si c'était une chorégraphie. Mais réfléchis, amigo, je ne sais pas si tu as déjà fait des sports de combat, notamment des sports de grappling ou de lutte. Moi, quand j'ai commencé la lutte, les prises, tu les apprends et tu les répètes des dizaines et des dizaines, voire des centaines de fois. Les attaques aux jambes, les bras à la volée, les bras-jambes, les souplesses. Pourquoi? Parce que tu dois maîtriser la technique de la prise avant d'être capable de la sortir sans réfléchir dans un match ou de la sortir en rentrant ou en perçant la défense de ton adversaire. Moi, je vois le catch pareil. Les prises, tu les apprends non-stop et tu les répètes comme une chorégraphie pour savoir les faire de façon safe et savoir bien les prendre et savoir bien les porter. Mais après, dans le ring, c'est de l'impro. Enfin, à 75%, voire parfois 95%, c'est de l'impro, voire 99% dans certains cas. 100% d'impro, ça peut arriver. Si l'arbitre est bon, on peut faire 100% d'impro dans un match de catch. Oh oui, oh oui. Mais il faut quand même que l'arbitre soit au courant de certains trucs pour bien le faire justement. Mais si l'arbitre est bon et que les deux catcheurs savent bien communiquer, oh oui, oh oui, c'est que de l'impro. Et donc voilà, tu vois, ça le truc. Moi, ce que je redis, là où je suis contre, c'est quand le catch est chorégraphié de façon extrême et que ça devient plus un combat avec un état d'esprit. On va se battre, mais juste, on va enchaîner les prises et il faut que ce soit fait parfaitement comme une compétition de gym. C'est ça le truc. Alors après, je vous redis, il y en a qui gagnent beaucoup plus d'argent en faisant ce genre de catch, beaucoup plus d'argent que moi en faisant ce genre de catch. Et dans un sens, j'allais dire, je ne les critique pas. Je ne les critique pas d'un point de vue professionnel et financier. S'ils font ce qu'ils font, c'est que ça marche et ils gagnent de l'argent. Donc bravo les gars, continuez. Mais intrinsèquement, bon enfin peu importe. À la base, c'est comme si vous essayez de changer Hollywood ou le cinéma. Le cinéma, on raconte une histoire en cinéma. Hein. On fait pas juste une succession d'explosions ou une succession de manœuvres aériennes ou de cascades pour montrer qu'on est capable de le faire. Vous voyez le truc? Parce qu'au final, c'est comme ça. Regarde, on va prendre un dernier exemple. Les meilleurs films de l'histoire, c'est pas Transformers ou comment ça s'appelait, Shaolin Soccer. Non, c'est des très bons films, ils sont marrants. Enfin très bons, c'est marrant à voir. Mais tu le vois une fois, c'est bon, tu l'as vu limite pour toute ta vie. Les meilleurs films, il n'y a quasiment aucune acrobatie dedans, il n'y a quasiment aucun CGI, il n'y a aucun effet spécial CGI. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme ça, c'est ma vision du catch. Après, elle plaît pas. Bon, je redis, hein, et ça aussi, parce que j'ai répondu récemment, parce que beaucoup de gens me disent, ouais, mais bon, c'est les fans qui font vivre le business, donc on a le droit d'avoir une opinion. Non, mais tout le monde a le droit d'avoir une opinion. Mais par contre, dites-vous une chose, votre opinion, ça reste juste une opinion. C'est juste, ah ben moi j'aime la glace à la vanille, ah non, moi je préfère celle au chocolat. Il n'y en a aucun des deux qui a raison. Parce qu'en fait, c'est les goûts, c'est une opinion. Maintenant, là où un scientifique, qui fait de la vraie science, j'allais dire, un scientifique ou un fabricant de glace va vous dire, là par contre faites attention, cette glace-là, ce parfum de glace, c'est pas bon. C'est pas bon parce que non seulement moi je suis médecin et j'ai vu que ça a des effets néfastes sur la santé, ou alors moi je fabrique des glaces et je vous le dis tout de suite, vous le vendrez jamais en fait. Alors oui, peut-être il y en a qui vont aimer ce parfum de glace, mais d'un point de vue business, c'est pas ça qui va te faire vivre. Voilà. Ouais, mais encore une métaphore de folie. Encore une métaphore de folie par oh oui, Tom La Rufa. Je suis le fabricant de glace ou je suis le scientifique qui étudie les données alimentaires et qualitatives des glaces. Et donc, j'allais dire, mon opinion a beaucoup plus, c'est pas mon opinion, c'est mon expertise, voilà, a beaucoup plus de poids qu'une simple opinion d'une personne qui dit juste j'aime la glace à la vanille ou j'aime la glace au chocolat.
Et ça, c'est un fait. C'est pas du tout une critique. C'est juste un fait, mes amis. Et comme dirait ce grand LA Knight, this is just a fact of life. Dommage qu'il ait plus ce qu'il avait à la TNA Impact, le Fact of Life. Attends, c'est Fact of Life. C'était le show là où il faisait Dummy. Yeah, ça, il faut qu'il le ramène. Il faut que LA Knight ait un talk show BORDELDEMERDE. Nous terminerons cette hashtag TLR Reviews de presque 1 heure sur cette pensée. LA Knight doit avoir un talk show. Et ça va être le titre de la vidéo. C'était le premier match de SmackDown. Et ça sera le mot final pour cette hashtag TLR Review de SmackDown du 20 septembre 2024. Mes amis, merci d'avoir été là. Merci d'être présent. Merci de donner, encore une fois, vos retours et votre positivité. Et le plan de la chaîne. Hey! Non, j'allais dire, est-ce que je poste une TLR AM demain soir? Franchement, si ça rend bien, peut-être. Allez, je suis chaud. Oh oui, chaud bouillant. Oh oui, oh oui. Si ça rend bien et que je suis motivé et que je peux faire le montage, demain soir, il y a la toute première TLR analyse de match qui sort. Parce que ça y est, j'ai le fond. Merci Alex d'Horizon Wrestling. J'ai plusieurs vidéos. J'ai combien? Attendez, bougez pas. Je vais ouvrir sur l'ordi. J'ai combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 matchs déjà qui sont prêts à être étudiés. Et le 7e, il faut que je le convertisse en mauve. N'oubliez pas, les commentaires. S'il y a 100 commentaires qui me disent vous voulez voir l'interview avec Marcus, je me débrouille pour, on va voir s'il veut bien le faire bien sûr, parce que ça fait des années qu'on ne s'est pas parlé, je me débrouille pour mettre ça sur pied. Et franchement, on va se taper des barres. Ça serait énorme, mais il faut 100 commentaires. Voilà. Deuxièmement, si vous êtes motivé, pareil, dites-moi si vous voulez une TLR AMD demain soir. Bas les steaks, je vais le faire. Normalement, demain soir, je fais une interview avec PJ Black. Oula, j'aurais pas dû en parler. Oulala. Enfin, normalement, oui, je fais un podcast avec PJ. On va voir si ça se fait, parce que peut-être ça va pas se faire. Ce coup de pied dans la caméra que j'ai donné, c'est peut-être un signe. C'est que soit ça va pas se faire, soit il faut pas que j'en parle. Mais bon, ça pour dire. Donc demain soir, TLRAM, allez, on se motive peut-être, sinon ça sera dans la semaine sûre. Review de Raw, review de Grand Slam, si je dis pas de bêtises, c'est mercredi prochain. Dynamite, oh oui, la chaîne continue, on se donne à fond. Et là, je vous redis, il y a du gros qui arrive, dans les 2 prochains mois sur le profil TikTok. Donc mes amis, tous les réseaux sont en dessous. Abonnez-vous, likez, partagez. Participez, merci pour votre positivité. Et sur ce soleil qui se lève devant moi, il est 8h40, mes amis, je vous souhaite un excellent week-end. Gardez le bel esprit. Aouh.